9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, depuis la dissolution, les commissions d'enquête se font de plus en plus fréquentes à l'Assemblée nationale. Il y a celle sur Betharam, mais également sur les médias, le cinéma, les aides publiques. Alors ces auditions sont filmées, retransmises, elles font même de bonnes audiences, mais apparemment, vous ne faites pas partie des spectateurs satisfaits. C'est-à-dire que je suis attaché à la séparation des pouvoirs, au droit de la défense, et on a l'impression de vivre dans une société où les juges font de plus en plus de politique et où maintenant les élus se prennent pour des juges. Alors d'un côté, les députés se plaignent de la lenteur de la fabrique de la loi, de l'autre, ils passent des heures à palabrer sur des sujets qui n'ont plus rien à voir avec ce pourquoi la Constitution a imaginé ces commissions d'enquête. Il s'agissait, je vous le rappelle, de permettre aux parlementaires de contrôler l'action du gouvernement et les politiques publiques. Et c'est devenu un instrument politico-médiatique qui a le double avantage de pousser un agenda idéologique et de développer la notoriété personnelle. Ces gesticulations télévisées font oublier que les parlementaires sont complètement impuissants à répondre aux besoins du pays par l'exercice législatif. On est en pleine confusion des ordres. Dimitri, Blaise Pascal disait que cette confusion mène tout droit à la tyrannie. Donc vous voyez, l'affaire est sérieuse. La tyrannie, vous y allez un peu fort, Vincent. Ces commissions, elles sont quand même prévues par la Constitution et elles respectent le cadre démocratique. Devant certaines d'entre elles, franchement, on ne sait plus si on a affaire à une commission d'enquête ou à un tribunal idéologique. La chorégraphie est maintenant bien rodée, on l'a vu avec la commission Betharam. Pour présider ou faire le rapporteur, on trouve un insoumis intraitable et un macroniste doucereux. Ils nourrissent leur dossier d'une suite d'articles de Mediapart qu'ils brandissent comme des preuves ultimes. Et comme c'est filmé et retransmis, ils utilisent la tribune du moment avec la conviction d'un acteur de série américaine. Le spectateur subit donc une pénible étreinte entre la télé-réalité et la France insoumise. Cette juridiction politique, en vérité, c'est la justice telle que la rêve Jean-Luc Mélenchon, puisque le suspect n'a pas accès au dossier, n'a pas d'avocat, n'a pas le droit au silence et a même le devoir de s'auto-incriminer. D'ailleurs, les auditionnés le disent, ils s'y préparent comme pour un procès. Oui, comme ces commissions sortent de leur rôle et enquêtent tous azimuts, tout le monde passe à la question, les grands patrons, les écoles d'excellence, les producteurs de cinéma. La France du travail et du mérite est contrainte de supporter les remontrances militantes d'élus vengeurs. Et vous savez, quand vous travaillez 70 heures dans la semaine, être obligé de tenter de construire un dialogue avec Aymeric Caron, c'est une épreuve. Sonia Mabrouk, Laurence Ferrari et Pascal Praud, qui ont été auditionnés il y a un an, savent quelque chose. Cette mise en accusation de la compétence par des apparatchiks, nous l'avons vu avec l'écologiste Benjamin Lucas faisant la leçon au patron de Renault Luca De Meo, Sandrine Rousseau chapitrant Dominique Besnéard, Paul Vanier tordant les faits pour salir la réputation du Premier ministre, ou l'insoumis Antoine Léaumont, convoquant comme un délinquant le chef d'entreprise Pierre-Édouard Stérin. Le seul avantage de ces confrontations vexatoires et chronophages, c'est qu'elles permettent de goûter à la répartie de ceux qui sont censés y être en difficulté. J'ai en tête Florent Ménégo, le patron de Michelin, expliquant magistralement la réalité fiscale d'un bulletin de paye. On se souvient aussi de Vincent Bolloré, retraçant la tradition démocrate chrétienne de sa famille, avec une décontraction souveraine. Et puis mercredi dernier, c'était Bernard Arnault qui était auditionné et qui nous a offert une formule déjà culte. À la question du positionnement politique du journal Le Monde, le patron de LVMH a répondu comme une évidence. Le Monde, c'est plutôt LFI. Ce qu'il y a de mieux dans ce journal, ce sont les mots croisés. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers. Et la une du Figaro ce matin où il n'y a pas que des mots croisés. Quoique les jeux sont très bien dans le Figaro. Oui, ils sont très bien aussi. Il y a même une application. Les commissions d'enquête, les dérives du Parlement. Merci Vincent. À lundi, bon week-end. Eugénie Bastier est avec nous sur Europe 1. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous voudriez revenir ce matin sur une déclaration du député François Ruffin. Il a comparé cette semaine le baptême des catholiques au voile des musulmanes. Oui, il a été interrogé sur la proposition de Gabriel Attal d'interdire le voile aux fillettes de moins de 15 ans. Et le député de la Somme a choisi une argumentation pour le moins problématique. Il a dit « Attal dit que le voile est imposé aux jeunes et que ce n'est pas choisi. Moi, j'ai été baptisé à 6 mois. Est-ce qu'on va interdire le baptême ?» Alors, on se souvenait de Christophe Castaner qui avait affirmé que la mantille des catholiques était comparable au voile. Mais là, François Ruffin va encore plus loin avec cette comparaison douteuse. Rappelons plusieurs choses. Le baptême est un sacrement indolore, invisible et universel. Il s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes. C'est avant tout une promesse intérieure, celle de la vie éternelle, promise à chaque baptisé. Le voile n'est pas symbolique, c'est une barrière concrète qui ne s'impose qu'aux femmes et reflète une infériorisation des sexes puisqu'il suppose une femme tentatrice qu'il faudrait cacher. Le baptême est rituel, le voile est identitaire. D'ailleurs, rappelons que la confirmation à l'âge adulte permet à chaque baptisé de renouveler les vœux de son baptême de façon éclairée.
Il est difficile de reconnaître un baptisé dans la rue, même si des chaussures bateau et un barbour peuvent vous orienter vers un catho versaillais. En revanche, le voile islamique, lui, est un symbole ostentatoire, immédiatement reconnaissable, qui sépare celles qui le portent de celles qui ne le portent pas. Et selon vous, cette comparaison hasardeuse de François Ruffin, qu'est-ce que ça reflète ? C'est une rhétorique bien éprouvée à gauche. Dès qu'on évoque l'intégrisme islamiste qui progresse dans notre pays, on fait diversion en évoquant un supposé conservatisme catholique qui serait tout aussi problématique. On vous parle du lycée Averroès et de ses livres islamistes. On vous répond le collège Stanislas et le conservatisme catholique. L'entrisme des frères musulmans serait, selon le journal Le Monde, largement exagéré. Le Monde qui voit pourtant un complot catholique derrière la moindre initiative de milliardaires de droite. Dans Libération, le journaliste Thomas Legrand va plus loin. Il attaque Bruno Retailleau sur ses convictions catholiques qui le rendraient selon lui inapte à combattre l'intégrisme islamiste. Je cite Thomas Legrand. « Le combat pour la laïcité peut-il être mené avec toute la crédibilité requise par un Bruno Retailleau dont les convictions sur l'avortement, le mariage pour tous, la PMA et aujourd'hui la fin de vie sont fondées sur un catholicisme conservateur ? Sur ces sujets, Retailleau est plutôt raccord avec les rigoristes musulmans. » Voilà ce qu'il écrit dans Libération. Alors faire du ministre de l'Intérieur un complice des islamistes pour son opposition à l'euthanasie, il fallait le faire, mais on ose tout à Libé. Et pourquoi, selon vous, on ne peut pas faire un trait d'égalité entre l'islam et le catholicisme ? Par renvoyer dos à dos un supposé intégrisme catholique et le radicalisme islamiste, c'est d'une hypocrisie totale. Bon, d'abord, évidemment, parce qu'ils ne posent pas aujourd'hui la même menace en France. Ensuite, parce que les religions sont de nature très différente. L'islam est une orthopraxie qui passe par l'observation pointilleuse de rites quotidiens, de normes visibles qui encadrent la vie du croyant, de ce qu'il mange, à comment il s'habille. Le catholicisme est avant tout une conversion intérieure qui sépare le pouvoir spirituel du pouvoir temporel. Enfin, comme le disait Gaspard Proust, qu'on salue ce matin, un chrétien intégriste qui applique le Nouveau Testament à la lettre, c'est quelqu'un qui se met à embrasser tout le monde dans la rue. Et ça court pas les rues précisément. Merci beaucoup, Eugénie Bastier. Avant cela, on va parler de l'Arcom avec vous, Benjamin Cauchy. Parce qu'on a appris hier que l'association de soutien aux lanceurs d'alerte qu'on reçoit souvent a choisi d'engager une procédure contre l'Arcom devant le Conseil d'État pour excès de pouvoir, dénonçant son traitement inéquitable du pluralisme médiatique. Alors on aimerait bien à nouveau faire le point là-dessus. Benjamin Cauchy, vous étiez déjà exprimé d'ailleurs sur l'Arcom à notre antenne. Aujourd'hui, il y a de vrais débats autour de cette instance et notamment donc savoir si oui ou non la régulation qu'exerce l'Arcom est légitime et puis surtout équilibrée. Alors, est-ce qu'on pourrait commencer par déjà s'interroger sur effectivement ce rôle de l'Arcom ? Est-ce qu'avoir une autorité de régulation de la communication du monde audiovisuel dans notre pays, c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Est-ce que ce ne serait pas un tort de tomber dans une espèce d'ultralibéralisme où plus personne ne serait soumis à aucune autorité d'un point de vue médiatique ? Oui, alors effectivement, l'Arcom est un vrai sujet et peut-être à la fois une menace et peut-être parfois un outil qui pourrait avoir du sens. Et c'est ça en fait l'ambiguïté et c'est l'éthique qu'on va poser dans la notion de contrôle de la liberté d'expression et fondamentalement, est-ce que la liberté d'expression doit être contrôlée ? En fait, c'est à cette question-là que tous les partisans de l'Arcom ou les opposants de l'Arcom finalement s'écharpent. Si on regarde strictement ce qu'a fait Philippe Prigent, l'avocat là, qui a été diligenté par l'ASLA, que j'ai écouté avec attention, effectivement, donc là, si j'ai bien compris, il souhaite attaquer le Conseil d'État qui ne remplit pas son propre rôle de contrôle sur l'Arcom. Donc là, on est vraiment entre guillemets, dans une querelle judiciaire qui prouve bien que le problème de l'Arcom est difficilement franchissable. Je pense que cet engagement judiciaire que mène l'ASLA a finalement peu de chance d'aller à son terme. En tout cas, elle a le mérite, pour moi, de remettre en question la légitimité de l'Arcom, effectivement, mais je suis tenté de dire aussi que peut-être que l'Arcom est d'ores et déjà désuet, et quand on voit que le modèle économique de la TNT est en train de s'effondrer, vous avez le directeur général adjoint de Canal+, il y a quelques jours, qui s'exprimait et qui disait effectivement que le digital était désormais la planche de salut pour le groupe Canal+, et que du fait du retrait de Canal+, de la TNT, plus de C8, plus d'Énergie 12, il y avait une perte d'audience généralisée sur la TNT. Donc clairement, pour moi, l'Arcom va avoir de moins en moins de choses à contrôler.
Alors, on va revenir là-dessus, et quand vous dites la question, c'est est-ce que la liberté d'expression doit être contrôlée? Une fois qu'on a répondu à cette question, il y a aussi la question de par qui doit-elle être contrôlée? Et en l'occurrence, donc, vous nous avez évoqué déjà cette chaîne de contrôleurs contrôlés. Chaque personne qui contrôle est elle-même contrôlée par une autre. Donc bon, déjà, est-ce que ça a une fin, ce principe? Est-ce qu'on s'imaginerait pas toujours qu'il faut toujours un contrôleur supplémentaire? Est-ce que c'est pas une dérive de ce système? Et puis ensuite, on en arrivera à parler donc de la façon dont est composé le bureau de l'Arcom. Mais premièrement, voilà, cette question sur cette chaîne de contrôle qui n'en finit pas. Ben, surtout que le terme de la chaîne de contrôle, c'est le Conseil d'État, Bah et oui. qu'on en parlera dans quelques instants avec l'idéologie que l'Arcom peut transpirer. On est également dans ce même problème, finalement, dans ce gouvernement des juges. Et l'Arcom, finalement, tient sa légitimité par le Conseil d'État. Si le Conseil d'État ne remplit pas ce rôle de contrôle, si le Conseil d'État refuse, par exemple, la procédure qui est lancée par l'ASLA, ça prouvera bien que le Conseil d'État est encore seul maître à bord. Et là, ça rentre dans différentes sphères, bien au-delà de celui de la liberté d'expression. Vous vous rendez bien compte aujourd'hui, vous suivez l'actualité, vous expliquez, vous décryptez l'actualité tous les matins, vous voyez bien que le Conseil d'État a souvent le dernier mot. Donc finalement, je crois que au lieu d'attaquer l'Arcom, c'est plutôt le système du gouvernement des juges qu'il faudra remettre en cause. Avoir une instance de contrôle, pour moi, a du sens, notamment lorsque l'on voit que le service public ne remplit pas son rôle. Là, pour le coup, à défaut des chaînes privées qui, entre guillemets, peuvent avoir une ligne éditoriale, à mon sens, comme peuvent l'avoir le Figaro, Libé ou l'Huma, Ou dans la Radio presse écrite, Courtoisie. pour moi, des chaînes privées pourraient avoir une ligne éditoriale, ou Radio Courtoisie. Voilà, évidemment. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir une liberté éditoriale, mais pour moi, le problème de l'Arcom, c'est qu'elle ne remplit pas son rôle de contrôle strict sur le service public. Mm. Et là, on voit bien, effectivement, on va en parler, on peut en parler maintenant, c'est cette dérive idéologique qui transpire de l'Arcom, effectivement. Alors cette dérive idéologique, avant d'arriver dans le vif du sujet et de la définir et de comprendre justement comment elle fonctionne, y compris sur la façon dont elle équilibre aussi précisément cette offre médiatique, on peut se pencher donc sur la façon dont est composé l'Arcom. Aujourd'hui, on a un président de l'Arcom qui est nommé par le président de la République, on ne le présente pas, Emmanuel Macron, 3 membres qui sont désignés par le président de l'Assemblée nationale, Yann Braun-Pivet, 3 membres désignés par le président du Sénat, Gérard Larcher. On a quand même l'impression que c'est un petit microcosme qui va s'organiser et qui va se nommer entre eux tout en disant mais oui, mais en fait, le fait de nommer à la fois quelqu'un de l'Assemblée nationale et du Sénat, et ben, du coup, ça nous permet d'avoir une certaine pluralité. En réalité, tous ces gens-là, ils viennent quand même du même berceau. Ah oui, oui, complètement. Ils sont du même sérail, ils sont du même berceau, hein. C'est ce qu'on va appeler cette jet set administrative un peu qui finalement tourne autour de toutes les institutions françaises, hein. Il y en a qui viennent de l'Opéra, il y en a qui viennent de Mm. France Télévisions, il y en a qui viennent de Bercy. Bah, Bref, à jouer du chaque fois, nous gouvernement, sommes oui. dans la haute fonction publique, ce qu'on appelle le système, hein, finalement. J'ai pas envie de tomber dans le complot à 7h20 le matin, mais c'est vrai qu'il y a quand même une haute fonction publique qui s'autoprotège, et on voit bien que l'Arcom fait partie de cet arsenal finalement administratif qui permet à une caste de fonctionnaires d'exister, quoi. Mm. Faut bien se le dire clairement, oui. Bah, le président de l'Arcom Et c'est ça aujourd'hui, qu'il faut casser finalement. Si on doit, au-delà du constat ce matin, se demander comment peut-on faire pour agir. Et il y a des actions comme l'ASLA qui sont très pertinentes, évidemment. Je crains que ça n'aille pas au bout, mais pour moi, c'est très pertinent quand même de pointer du doigt ce système du gouvernement des juges par le Conseil d'État. Mais je crois aussi qu'il faut attaquer et remettre en cause ce système. Et tous les futurs candidats aux élections présidentielles devraient prendre ce système, enfin ce sujet à bras le corps, puisque si on veut réformer la fonction publique et si on veut réformer l'État, il faudra casser ces verrous administratifs qui s'autoprotègent.